Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, nous sommes avec Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia, grand reporter, rédactrice en chef au service Monde à TF1. On a pu vous voir là récemment sur le terrain, notamment en Serbie, pour couvrir la crise des migrants. Chloé Lodreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet à Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, c'est l'association, l'organisation qui a été créée par Plantu et qui réunit une centaine de dessinateurs à travers le monde entier qui luttent pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à l'Express. On peut vous lire, Vincent, cette semaine dans l'Express, la course au magot de Papa Bongo sur les luttes au sein de la famille Bongo, Pascaline, Ali, tous sur l'héritage d'Omar Bongo. Passionnant article. Et puis par ailleurs, auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, et c'est aux éditions Perrin. Si vous voulez bien, un tour de table, c'était pas prévu, mais c'est l'actualité qui l'exige ce soir, c'est cette corruption qui concerne la FIFA avec ce nouveau rebondissement. Ce soir, c'est Sepp Blatter dans le collimateur donc, de la justice qui est visé par une enquête pénale, Ziad Limam, et le nom de Michel Platini qui apparaît. Surprise ? Je disais tout à l'heure hors plateau que j'ai un ami qui travaille un peu dans ce monde-là. Et je lui avais dit, mais Michel Platini, c'est une évidence pour la FIFA. Et il m'a dit en anglais, wait. Je pense que la boîte de Pandore a été ouverte avant l'été, qu'il y a probablement... Bon, on n'a rien, on n'a aucun élément tangible pour dire qu'il a touché, pas touché, j'en sais rien. Mais je pense que malgré tout, on sous-estime souvent la justice américaine. On a dit oui, mais ils sont intervenus parce qu'ils ont perdu la Coupe du Monde, parce que ceci... Mais il y a quand même chez eux quelque chose de très légal. Et je pense qu'ils ont mis le nez dans quelque chose de très profond en termes de corruption. Et donc tout ça, ça va sortir. Les Suisses qui avaient pris tout ça avec beaucoup de distance, et je pense qu'aussi les Suisses ont toujours un problème avec les institutions internationales qui sont placées chez eux, qu'elles soient associatives, business, etc. Ils n'aiment pas les histoires. Donc pour que eux aussi maintenant disent il y a une enquête pénale, etc., qui s'attaque directement à Blatter, je pense qu'il y a vraiment des éléments. Après, on verra bien. Je pense que c'est une histoire qui va durer. Je pense que le dossier russe et le dossier qatari vont alimenter aussi tout ça pendant des mois et des mois. Malheureusement, ce sport au niveau planétaire et la Coupe du Monde en particulier, c'est malade, c'est vérolé, c'est crade. Et ça va mettre du temps à se renouveler, à se nettoyer. Vincent ? C'est aussi sans doute un peu le syndrome du pharaon. Le monarque absolu, dans sa déchéance, veut entraîner dans la chute tous ceux qu'il considère comme des félons. N'oublions pas que les faits imputés, à tort ou à raison, à Michel Platini, portent sur des travaux qui auraient été effectués entre 1999 et 2002. À une époque, il n'était même pas patron de l'UEFA. Donc l'instance européenne du football, et où il passait, sans doute à juste titre, pour un protégé de Sa Majesté Sepp Blatter. Et donc je crois que Blatter, la dernière œuvre de sa vie, ici-bas, ce sera de faire tomber tous ceux qui ont contribué à la chute de la maison moi-même. Donc voilà, mais c'est vrai que ça renvoie aussi à ce nettoyage sans fin des écuries d'Augias du football international, dont on a l'impression qu'il exige plus de la chirurgie lourde et de l'amputation que de la cosmétique. Patricia. Moi, je dirais qu'avec Platini, c'est un symbole. Et je m'intéresserais plus à l'effet même sur les Français, sur la France, qui ont l'impression que partout, c'est corrompu, le monde est pourri. Et toute cette saleté qui remonte, comme vous dites, des écuries d'Augias, eh bien, participe et aide finalement à la perte de sens et fait croître le Front National et les partis qui sont populistes et qui se réclament de la pureté. Chloé, oui. Vous avez un petit dessin à nous montrer ? Très simplement. Donc c'est un dessinateur néerlandais, Thiers, qui nous propose ce bâtiment qui ressemble donc à une prison. Chacun des bâtiments à l'intérieur a étrangement la forme des 4 lettres de l'acronyme de la FIFA. Et sur la porte, il est écrit « FIFA, facilité pour l'incarcération des associés de la FIFA pour le jeu, pour le monde », qui est leur slogan. Donc un peu ironiquement, on voit bien que ça risque de mal finir cette histoire. Bonsoir Ziad Limam. Oui, vous m'avez oublié. Oui, j'ai oublié de vous présenter. En fait, j'étais prise un peu par le coup, vous voyez, de l'actualité. Et puis soudainement, voilà. Donc Ziad Limam, vous le connaissez bien maintenant, hein, directeur du mensuel Afrique Magazine. Mais on ne le présente même plus sur ce plateau. Directeur du mensuel Afrique Magazine, et que je montre, hein, qui est
consacré, c'est un hors-série qui est consacré aux élections ivoiriennes. Aux élections qui ont lieu ivoiriennes, qui arrivent là au mois d'octobre. Dans un mois. Dans un mois. Voilà. Merci Ziad d'être avec nous. On va parler du scandale, autre scandale, Volkswagen. Et on a appris ce soir le nom du nouveau patron de Volkswagen. Il s'agit de Matthias Müller. Il était précédemment le patron de Porsche, Matthias Müller, qui a dit que nous allons surmonter cette crise. Vincent Hugeux, c'est la qualité et on le voit là, Matthias Müller ici à l'image. La question que j'ai envie de vous poser, c'est où est la qualité, la rigueur allemande? Là, on tombe quand même un peu de notre chaise. On tombe de notre chaise parce qu'il est parfaitement clair que Volkswagen en général, la fameuse coccinelle en particulier, c'était en quelque sorte l'incarnation du Wirtschaftswunder allemand, du miracle économique, même si la genèse de la dite coccinelle était quand même entachée d'une paternité problématique, puisque c'est le vœu du chancelier Adolf Hitler qui commandite l'ingénieur Ferdinand Porsche pour réussir à produire un véhicule de moins de 1000 Reichsmark capable de convoyer une famille. Bien, même si en l'occurrence, les premiers véhicules civils ne sortiront des chaînes de Wolfsburg qu'en 1945. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la résonance planétaire du symbole Volkswagen. C'est-à-dire que, petite anecdote, je me souviens, en mai 2004, je suis à Tripoli, je visite le musée qui se trouve en fait sur la fameuse place verte, dans le château qui jouxte la dite place. Quel est le clou de ce musée? C'est la coccinelle bleu ciel, au volant de laquelle un fringant capitaine, puis lieutenant, Muammar Kadhafi, a sillonné la Libye exténuée de l'indolent roi Idriss Ier pour semer dans son sillage son message populiste, révolutionnaire et panarabe. Je suis en Irak, à Bagdad en 2003, et comment passer inaperçu? Eh bien, en choisissant non pas un 4x4 à vitres fumées, mais une vieille Passat, une Passat qu'on appelle la Brasil, d'ailleurs à Bagdad, pour une très simple raison, c'est qu'elle était produite au Brésil et ensuite exportée vers l'Irak. Et donc, vous reprenez les affiches d'un amour de coccinelle, de la coccinelle à Monte-Carlo, de la coccinelle revient plus récemment. Vous prenez l'affiche de films formidables tels que Les Grandes Ondes. C'est une équipe de journalistes suisses qui va au Portugal couvrir presque fortuitement la révolution des œillets. Ils sont à bord d'un combi Volkswagen. Vous prenez Little Miss Sunshine, autre merveille du 7e art. Eh bien, quel est le véhicule à bord de Voilà, donc Volkswagen, c'est tout ça. Et effectivement, tout semble s'effondrer. C'est un mythe. Mais bien sûr, c'est un mythe. Mais au-delà, Patricia, c'est l'Allemagne. Au-delà, c'est l'Allemagne Volkswagen. Et donc aujourd'hui, ce qui s'effondre en quelque sorte, c'est le mythe de cette Allemagne qui est toujours réglo, qui est en pleine croissance, qui est propre, qui respecte les règles. Et là, c'est l'image de tout un pays qui est en train de s'effriter. Et je trouve que ça participe actuellement à une sorte d'effritement mondial de tout ce à quoi on pouvait croire. L'Allemagne, c'était une puissance qui progressait, qui avait une croissance forte, qui respectait les règles. Aujourd'hui, avec Volkswagen, eh bien, c'est ça qui est remis en question. C'est marrant parce qu'ils ont une double image en ce moment. Ils ont l'image du pays qui accueille 500 000, 600 000, 700 000 réfugiés, qui met en place toute une mécanique pour absorber toute cette énergie du désespoir qui vient vers eux. Et puis, il y a l'affaire Volkswagen, mais on a déjà oublié, parce que ça va vite maintenant, on a oublié Germanwings avec l'accident d'avion. On ne fait pas très attention au mouvement de grève qu'il y a chez Lufthansa. Enfin, dans le modèle allemand, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas, comme le fait, par exemple, que l'argent roi, parce que c'est ça qui est derrière cette affaire, c'est que le capitalisme débridé, c'est-à-dire on va truander des normes pour vendre des voitures avec des coûts moins élevés. Il y a quelque chose qui relève de l'arnaque dans un système qui est supposé être neutre, mais cette arnaque, elle est dans une boîte qui est co-gérée entre les patrons et les syndicats aussi. Donc il y a toutes sortes de petites... on s'aperçoit que la FIFA, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la FIFA, c'est pourri. Volkswagen, c'est pourri aussi. Si les teutons sont pourris aussi, où est-ce qu'on va et puis on va encore parler d'autres choses. Et donc il y a quand même le message du pape qui disait il y a 2 jours, il y a 3 jours, il faut faire attention, cette civilisation est en train d'être mangée par l'argent. Il faut sortir de ce dogme. Et tout ça, tous les jours, il y a un exemple qui vient nous rappeler
qu'il faut recréer. Alors là, on pointe du toit Volkswagen, Non, mais mais, la question quand même qui serait intéressante de savoir, c'est qu'en est-il des autres constructeurs Mais il y a sûrement, automobiles, il y a sûrement toutes sortes de... Mais on en parlait aussi hors plateau, c'est l'inventivité qu'il faut pour créer un logiciel et une petite boîte qui limite les... Vous imaginez, la voiture, elle se pose sur 4 machins, le logiciel sait que la voiture est en je sais pas comment on appelle ça, en contrôle technique. Ça coûte très cher de développer tout ça. Il faut des ingénieurs. Et bon, j'espère qu'on va avoir des clés, des informations, parce que pour le moment, on a viré le patron. Très opaque. Mais c'est quand même très opaque. C'est un système. Je ne peux pas croire qu'il y a un type dans son coin à Volkswagen qui a inventé le petit truc qu'il a mis sur 11 millions de voitures. Donc c'est un système entier qui va. Et comme la FIFA, c'est un. Moi, je pense. Mais est-ce qu'il ne faut pas des commissions et des laboratoires aussi indépendants? Parce que les laboratoires qui testent ces systèmes, ce sont des laboratoires qui appartiennent aux constructeurs automobiles. Donc il y a peut-être là aussi le système à revoir. Mais toute la question de l'indépendance des laboratoires est posée parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Les laboratoires sont financés. Et qui finance les laboratoires? Ceux qui ont l'argent. Qui a l'argent? Ce sont les producteurs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est qu'on est dans un système qui s'auto-alimente dans la corruption, dans le mensonge, dans la tricherie. Et on ne peut pas on remet en question toutes les commissions indépendantes aujourd'hui. Il n'y a pas de commission indépendante. C'est comme les laboratoires pharmaceutiques. Et bien sûr, c'est la même question. C'est toujours la collusion, finalement. Et on peut poser la collusion peut-être des pouvoirs publics aussi. Parce qu'il y avait quand même l'État de Basse-Saxe détenait quand même 20% du capital de Volkswagen. Donc on peut poser aussi la collusion entre les pouvoirs publics et les constructeurs automobiles. La clé dans les démocraties, c'est les contre-pouvoirs. Si les contre-pouvoirs s'affaiblissent, si les institutions publiques qui sont censées surveiller la manière dont tout ça se fait s'affaiblissent, si les partis s'affaiblissent, si le Parlement... On peut remonter très loin. Si tout ça s'affaiblit, ça ouvre des espaces géants à des gens qui sont supposés jouer les règles et qui ne les jouent pas, ou qui les jouent à la marge. Et à cet instant précis, tombe une question terrible. Qu'en pense Jean-Marc Ayrault, l'homme qui passe ses vacances à bord de son combi Volkswagen? Plus sérieusement, quand un mythe se fissure, tous les cadavres sortent des placards. Tous les miasmes remontent à la surface. J'en cite 2. Loi des séries. Le jour même où éclate ce scandale, on apprend qu'un syndicat de travailleurs brésiliens porte plainte parce que Volkswagen, sous la dictature militaire féroce du Brésil, avait collaboré et avait permis l'arrestation au poste de travail d'ouvriers qui ont été torturés, évincés, placés sur des listes noires. Bon. Autre cadavre, alors certes peut-être plus glamour que le précédent, on ne peut pas faire moins, c'est qu'on s'aperçoit aussi que, rigueur allemande ou pas, l'aventure Volkswagen est aussi l'histoire d'une rivalité féroce, terrible, entre des héritiers, entre deux pôles, Porsche, Piëch, etc. Et qu'au fond, leurs turpitudes valent bien les turpitudes des bongos par rapport à l'héritage de papa. Donc je veux dire, c'est vrai qu'on a toujours l'impression dans ces cas-là que quand la boîte de Pandore s'ouvre, on ne sait pas comment la refermer. Comment reconquérir? Ça, c'est une belle expérience pour experts en communication de crise. Comment on reconstruit justement cette image, fiabilité, rigueur, qualité, qui a été à ce point écornée, voire dévastée par un épisode comme celui-là. Chloé, vous avez des dessinateurs j'imagine, se sont inspirés cette semaine de ce scandale. Et vous le disiez, Vincent, un scandale planétaire aujourd'hui. C'est ça, c'est planétaire. Et puis le sentiment d'avoir été trompé pousse un petit peu les dessinateurs à utiliser l'humour pour moquer justement Volkswagen. Alors, l'animation va être lancée, je pense. C'est notre dessinateur Joep Bertrams, qui est néerlandais, qui nous l'a proposé. Alors, malheureusement, elle ne se lance pas. Oh, ça arrive. Ah, si, c'est parti. C'est bon. Et qui montre en fait cette différence criante entre l'encensement général d'hier et la chute, la condamnation unanime d'aujourd'hui. C'est dommage, on n'a pas le son. Il y avait une petite musique bucolique. Oui, c'est bucolique. Oui. En tout cas, cette image du menteur, du Pinocchio, a été réutilisée par de nombreux dessinateurs. Ici, on a un dessin de notre dessinatrice portugaise, Cristina Sampaio, qui a donc montré par cette image enfantine, ce symbole connu de tous, à quel point il y a eu tricherie, il y a eu mensonge. Et après ce mensonge,
Qu'en est-il de la repentance, des excuses? Le dessinateur Côté au Canada nous a envoyé ce dessin qui montre un cynisme assez flagrant de la part des dirigeants de Volkswagen, puisque deux hommes sont à la fenêtre du bureau en train de discuter, et l'un dit à l'autre: je regrette sincèrement qu'on se soit fait prendre. Martin Winterkorn, je dis entre parenthèses, qui pourrait toucher 60 millions d'euros. Ça a remonté depuis oui, c'est remonté. Je sais pas, il y a eu des calculs. calculs qui ont été faits. On est passé de 30 à 60 millions d'euros pour son départ. Et donc, en parlant de départ, ici, Nicolas Vado nous montre celui de l'ancien président du directoire de Volkswagen qui est éjecté du moteur du véhicule, un peu comme toutes les particules fines qui semblaient passer à travers les filtres autrefois trafiqués par Volkswagen. Je voulais simplement finir par ce dessin du dessinateur français Gio qui m'a fait sourire. USA, un constructeur allemand au cœur du scandale. Le touriste se tourne vers l'Indien, il dit quoi ? Et l'Indien lui répond Volkswagen devant ce puits de fumée noire. Juste une petite remarque rapide. Là aussi, qui a mis mis les doigts, qui a sorti l'affaire, c'est les Américains. Moi, je suis assez fasciné par leur système. Aux États-Unis, on ne truande pas. On peut faire de l'ultra-capitalisme. Non, mais je caricature un peu. Laissez-moi finir. Mais il y a une justice, il y a des gens, BNP, etc. Alors, on dit souvent ça s'applique aux autres, mais c'est pas vrai. Ils mettent en taule leurs propres gens. Dans le business, on ne truande pas. Ça peut être libre, ça peut être la féroce concurrence, etc. Mais il y a des règles et vous pouvez pas tricher. Et je trouve, encore une fois, que cette affaire soit sortie par les Américains, juste après la FIFA, c'est pas totalement anodin. Patricia, vous avez l'air un peu dubitatif quand même quand Ziad dit la justice, je suis dubitative pour BNP, je suis dubitative pour des tas d'histoires sorties par les Américains qui ont évidemment aussi un intérêt à frapper une entreprise européenne. Je veux dire, il y a une guerre économique. Alors effectivement, peut-être la justice, comme tu le dis, est sévère, mais je pense qu'aussi il y a quand même une justice avec un double discours. La nuance aussi porte, par exemple, sur la mécanique de l'embargo vis-à-vis de l'Iran, pour ne citer que cet exemple-là. Les Américains sont d'une extrême rigueur avec les sociétés non américaines qui ont eu le malheur de commercer avec l'Iran. Ça ne les empêche pas d'avancer avec des faux-nez, canadiens, australiens ou autre chose, pour faire de même. Donc moi, j'aurais tendance quand même à nuancer un peu l'émerveillement rafraîchissant de... Je ne suis pas émerveillé, je dis juste que ce n'est pas totalement par hasard, peut-être que ce n'est pas totalement angélique, mais ils ont une justice qui fonctionne sur le thème de, dans le capitalisme, il faut respecter des règles. Vous ne pouvez pas venir chez moi vendre des bagnoles qui sont trafiquées, ça c'est clair. Et nous, on a beaucoup de mal, il nous faudrait beaucoup d'énergie. Si on devait mettre le nez dans le comportement d'un certain nombre de grands fabricants européens, on aurait peut-être plus de mal à le faire. Et ils ont des règles plus strictes en plus sur cette question-là. Allez, on fait une petite pause et on retrouvera Ziad Limam dans un instant et son émerveillement rafraîchissant pour reprendre le terme de Vincent Hugeux. Non, c'est pas... Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On va parler de la situation au Burkina Faso, mais on parlera également de la Syrie parce qu'il y a eu de gros revirements cette semaine, notamment de la part du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis on dira aussi un mot, peut-être plus qu'un mot, de ce jeune garçon de 22 ans qui doit être décapité en Arabie Saoudite. A tout de suite.